Eh bien le bonjour ma bonne dame, bien le bonjour mon bon monsieur, c'est Camille Octopus et aujourd'hui on va parler intérêt spécifique. Donc ça va être un sujet un peu plus léger que ce que je produis d'habitude. Produit, comme si je produisais des choses. Il fait beau, nous sommes à l'ombre du rosier et des chênes dans le jardin, donc j'avais envie de parler de quelque chose d'un petit peu léger, et donc les intérêts spécifiques. Alors autrefois, dans l'autisme, on parlait plutôt d'intérêts restreints. On croyait, jusqu'à encore très récemment, que les personnes autistes soient des gens complètement ratés, soit des génies, notamment des mathématiques ou de l'aérodynamique ou de ce que vous voulez, et que ces personnes se bornaient à un seul intérêt restreint. Voilà. Donc on parlait d'intérêt restreint. Aujourd'hui, on a tendance, on sait que c'est faux, que c'est loin d'être restreint ces intérêts. Et on parle plutôt d'intérêt spécifique. Alors on pourrait aussi qualifier ça de passion, sauf que à la différence des passions, qui sont des choses que l'on aime faire, qui nous ressourcent, l'intérêt spécifique, lui, va être davantage encore marqué par rapport à une passion, c'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de place, ça va être une source effectivement de joie intense, vraiment une ressource vraiment essentielle pour les personnes autistes. Au point où si elles peuvent pas s'exprimer dans leur intérêt spécifique ou le cultiver, ça en devient dommageable pour elles. Et comme je le disais, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, éventuellement aussi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qui sont investis. On est sur, on va dire, un level un peu plus haut que la passion simple. Donc, j'avais envie de parler un petit peu des miennes, ou en tout cas, je pense que je vais faire en 2 vidéos les intérêts spécifiques que je pouvais avoir plus jeune, et notamment quand j'étais soit enfant, soit ado, et je ferai une seconde vidéo sur les intérêts spécifiques, on va dire vraiment que j'ai à l'âge adulte. Alors, depuis que je suis petite, en tout cas du moins depuis que je sais écrire, l'écriture ça a été vraiment un intérêt spécifique pour moi, qui pour le coup a duré dans le temps et vraiment jusqu'à l'adolescence. C'est-à-dire que, alors j'ai lu assez tôt, j'ai lu à l'âge de 5 ans, je crois, 4 ans et demi ou 5 ans, quelque chose comme ça. J'étais en tout cas en grande section de maternelle, ce qui fait que, à la rentrée de la grande section de maternelle, on m'a fait sauter cette classe pour passer directement en CP, donc j'avais 5 ans en CP. Parce que justement je faisais la lecture à toute la classe, et c'était aussi la même époque où je savais écrire, ou en tout cas je commençais à écrire. C'est quelque chose qui me paraissait facile, parce que ça me permettait d'exprimer vraiment le fond de mes pensées. Ça me permettait, j'écrivais plein de choses, des petites histoires, des nouvelles, de la poésie aussi beaucoup. Et j'ai écrit jusqu'à mes 18 ans, 19, je sais plus, entre 18 et 20 ans. Et j'ai arrêté d'écrire parce que, comment dire, quelqu'un de très important pour moi à l'époque, c'est-à-dire mon ex-mari, m'a dit qu'il n'aimait pas ma façon d'écrire et ce que j'écrivais, qu'il y avait trop d'emphase, et voilà. Donc j'avais publié un roman peu de temps avant, voilà. Donc il avait lu, il n'avait pas aimé, et de manière générale, il aimait pas ce que j'écrivais. Voilà. C'est mon ex-mari. Ce n'est pas mon mari actuel. Non, ceci dit, c'est pas grave. On en a reparlé depuis, et voilà. Bon, bref. Donc l'écriture, ça a été quelque chose de vraiment assez intense pour moi. J'y passais quand j'étais ado, notamment quand j'écrivais mon roman, que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie qu'on le lise aujourd'hui, parce que je l'assume pas tellement. Enfin, je pense que je l'ai pas relu depuis, je sais pas, peut-être une quinzaine, voire vingtaine d'années. Et je pense que je ne l'assumerai pas aujourd'hui. Voilà, je pense que je sais pas s'il est mauvais, mais bon, bref. J'y passais, enfin j'y consacrais des nuits entières. J'ai fait des nuits blanches. J'étais en terminale, je crois, je suis entre terminale et la fac. Je passais des nuits blanches pour écrire mon bouquin. Et puis avant ça, quand j'étais
Quand j'étais gamine, j'avais 12 ans, 10 ans, j'écrivais des poèmes, j'écrivais partout, je voyais un coin de feuille, enfin j'écrivais. Voilà, j'écrivais, donc c'était vraiment quelque chose de cathartique en fait pour moi. Et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je m'imaginais, j'aurais pu devenir écrivain. Bon, ce n'est pas le cas et voilà, enfin, c'était avec tout le fantasme qu'on peut avoir quand on est jeune, quoi. Autre intérêt spécifique qui est arrivé assez tôt, c'est pour moi l'égyptologie et en tout cas l'Égypte ancienne, qui très tôt m'a fascinée et je consultais, je lisais beaucoup d'encyclopédies, de fascicules, de livres sur le sujet, sur l'Égypte ancienne. Ça me fascinait, tant au niveau esthétique qu'historique. Et alors, je sais pas exactement à quand ça remonte, là, cette passion-là pour l'Égypte ancienne, mais elle dure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors, je l'ai perdue au fil du temps, hein, je m'en suis fort éloignée à l'adolescence, je crois, et jusqu'à l'année dernière, ou il y a 2 ans où j'avais lâché le truc et là en fait il y a 2 ans j'ai repris, j'ai recommencé à re-regarder des documentaires sur le sujet. Je me suis inscrite à un cours en ligne. Je voulais devenir égyptologue quand j'étais gamine. Alors avant ça, je sais plus si c'était avant ou après, je voulais devenir paléontologue parce que j'adorais les dinosaures aussi. Mais l'Égypte, ouais, l'Égypte c'était quelque chose vraiment. Enfin, l'égyptologie c'était vraiment intense. J'avais appris à l'époque à déchiffrer les hiéroglyphes. Enfin, vraiment, ça me prenait. Comment dire, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la fascination, quoi. Donc ouais, c'était assez sérieux et voilà, je voulais devenir égyptologue et puis finalement j'ai abandonné quand j'ai compris les études qu'il fallait faire. Je me sentais pas les épaules de faire ça. Mais ouais, je pense que j'étais au collège encore hein, quand j'envisageais ça. Donc ça a quand même duré un bon moment et je dis aujourd'hui je suis un peu à nouveau dedans, même si j'ai fait un pas de côté depuis, je n'ai plus d'ambition par rapport à ça, mais ouais c'est quelque chose qui me fascine vraiment et je rêverais d'aller en Égypte aujourd'hui et de faire vraiment une espèce de road trip. Toujours dans la catégorie histoire, j'ai aussi un intérêt spécifique, alors qui pour le coup ne m'a jamais quitté. C'est un intérêt spécifique pour l'époque médiévale et en particulier l'époque féodale. Donc un sujet aussi qui me tient à cœur, on va dire au sein même de ce sujet, on peut voir ça un petit peu comme les poupées russes. Donc il y a le Moyen Âge, l'époque féodale qui est une époque plus restreinte dans le Moyen Âge qui dure 1000 ans. Et dans la petite poupée russe encore en dessous, on va dire c'est vraiment la condition des femmes et le statut des femmes à l'époque féodale qui est, je trouve, absolument passionnant. Et voilà, c'est pas du tout le sujet, on va pas leur parler aujourd'hui, mais vous voyez hein, là ce que ça fait jaillir en moi comme émotion et comme vraiment comme intérêt. C'est quelque chose qui m'anime. Et en fait, c'est très con, mais alors je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai adoré Les Visiteurs quand j'étais gamine. Je crois que ça date de 92, Les Visiteurs. Et j'avais eu la cassette, je crois, chez Quick. Genre un truc comme ça chez Quick. Ils avaient offert la cassette, ou genre pour quelques francs de plus, ils offraient la cassette des Visiteurs. La cassette, je l'ai... voilà, il y a plus de cassette quoi. Ce film, enfin voilà, il me fait et encore aujourd'hui, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, il me fait mourir de rire. J'adore. Autant j'exècre Christian Clavier aujourd'hui, autant, enfin voilà, ce film c'est un vrai bonbon quoi. Je le connais par cœur et voilà. Et je pense, donc 92, j'avais 4 ans, je crois que la cassette j'ai eu en 93 ou 94, le temps que ça sorte en cassette, hein, à l'époque ça prenait du temps. Donc je devais avoir 6-7 ans finalement, comme quand cet intérêt pour le Moyen-Âge, qui est venu en fait avec les visiteurs, euh, m'est venu. Donc voilà, ça fait une trentaine d'années maintenant que le Moyen-Âge m'habite, m'anime. Et ouais, passion château, passion tout ce que vous voulez qui a trait au Moyen Âge, en particulier à l'époque féodale, et en particulier aux femmes et de cette époque-là, quoi. Donc voilà, je ne vais pas digresser davantage sur le sujet, mais le Moyen Âge, c'est quelque chose de très important pour moi en fait, et que j'ai vraiment plaisir à regarder des choses sur le sujet, lire, m'instruire beaucoup. J'ai vraiment un besoin d'accumuler. Alors autant je suis pas une collectionneuse, ou en tout cas je ne suis plus
une collectionneuse d'objets, comme beaucoup de personnes autistes, autant je collectionne des informations et je collectionne, j'ai un besoin en fait de me gaver d'informations, de lire beaucoup, d'avoir des connaissances, voilà, un besoin de connaissances vraiment important. Autre intérêt spécifique, complètement rien à voir avec tout ça, Buffy. Buffy contre les vampires. Ça a été une révélation pour moi. Je crois que j'étais au collège parce que la série elle date de 97. Donc ouais, je pense que je l'ai découverte en 99. Alors je me sens très con parce que j'ai perdu 10 minutes d'enregistrement vidéo où en fait j'ai filmé mais il n'y avait pas le son. J'avais pas rallumé le micro. Donc, je vais essayer de récapituler Buffy 99. Donc ça m'a suivi du collège jusqu'au lycée. Ça a été quelque chose de très intense, de tellement intense que même ma mère, elle s'inquiétait un peu parce que dans la série, il y a des vampires, des démons, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est vrai que c'était un peu un sujet de discorde entre elle et moi, parce qu'elle apprécie pas trop cette série. Et moi, au contraire, c'était vraiment quelque chose de passionnel. Je connaissais tout sur tout. Tout mon argent de poche passait dans les magazines. Je collectionnais vraiment les magazines, les posters. Ma chambre de 30 mètres carrés, elle était littéralement tapissée de posters de Buffy ou de n'importe quel personnage ou acteur de la série. Je collectionnais les objets dérivés, les livres sur le sujet, les informations avant tout. Je suis surtout une collectionneuse d'infos, de connaissances. Je connaissais tout, surtout, j'étais un peu le Wikipédia de Buffy à l'époque. Et vraiment, c'était intense. Quand Buffy, à la fin de la saison 5, quand elle meurt, j'ai fait un coup de calgon, quoi. Enfin, j'ai vraiment pas été bien. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, comme si c'était quelqu'un, comme si, je sais pas, c'était ma sœur ou une amie qui mourait, quoi, vraiment. Et je me rappelle, mon père à l'époque, il s'était foutu de ma gueule. Enfin, il me voyait pleurer comme ça devant l'écran. Et je pense même que j'ai repleuré à chaque fois que j'ai revu cet épisode-là d'ailleurs. Puis à l'époque, attendez, il faut bien se dire, c'est que à l'époque, c'était pas, enfin, fallait attendre 1 an à chaque fois entre chaque saison. Parfois même 2 ans, le temps que ça arrive en France. Donc, et puis il fallait être là le samedi soir devant la série du samedi, la trilogie du samedi sur M6, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens en fait à l'époque. Alors si, on pouvait acheter les coffrets, cassettes ou DVD, chose que j'avais faite. Mais voilà, ça arrivait qu'au fur et à mesure. Donc quand Buffy elle est morte, ça a duré 1 an où vraiment j'étais il y a plus de Buffy en fait et c'était le drame. Et même si je savais qu'il allait y avoir une saison 6 et que il y avait des chances qu'elle allait ressusciter, en attendant Buffy elle était morte quoi. Donc ouais, c'était vraiment en fait ce qu'il faut comprendre c'est que un intérêt spécifique c'est vraiment quelque chose qui est viscéral. Et vraiment qui c'est plus qu'une passion, c'est vraiment quelque chose de viscéral et je l'ai vraiment vécu comme ça. Et tout à l'heure, je parlais d'égyptologie et que je voulais être égyptologue quand j'étais plus jeune. Par la suite, j'ai voulu être maquilleuse d'effets spéciaux pour le cinéma parce que je voulais faire des prothèses de visage, là, comme pour les vampires. Je voulais faire des masques. Je voulais faire du maquillage, on va dire cinématographique, d'effets spéciaux, grâce à Buffy, quoi. Donc, je m'étais vraiment sérieusement renseignée sur le sujet. Finalement, j'ai pas donné suite à ce projet d'adolescente, mais voilà, c'était aussi quelque chose de sérieux. Ensuite, intérêt spécifique qui n'a encore une fois rien à voir, c'était Raphaël. Alors pas le peintre de la Renaissance, mais le chanteur, Raphaël Laroche de son petit nom, vous savez, celui qui a chanté Caravane, etc. Je l'ai connu avant Caravane, qui est sorti en 2005, je l'ai connu en 2003 avec la sortie de Sur la route avec Jean-Louis Aubert. Et je m'en souviens très très bien. C'était un matin avant d'aller au lycée, parce que je prenais le train à 7h17 et je prenais mon petit déjeuner devant les clips sur M6 et le clip de Sur la route a été diffusé. Et là, je suis tombée en pâmoison devant ce clip. Alors on peut même pas dire ouais, fan de Raphaël parce qu'il était beau, et sa gueule d'ange et compagnie. Non, à l'époque, le clip, on le voit, enfin si on le voit tout à la fin du clip, mais le clip c'est un dessin animé. Donc voilà, c'était même pas waouh, il était trop beau, mais c'était un dessin animé. C'était vraiment la chanson à la base, ce qui fait que le soir même, j'ai couru chez mon disquaire acheter le single de Sur la route et ça a été le début d'une longue histoire d'amour à sens unique, hein, parce que voilà, il m'a jamais aimé. Non, mais Raphaël. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois, mais quand je dis incalculable, c'est que vraiment, je ne sais pas compter. C'est-à-dire que ça doit être plus d'une 50aine ou 60aine de fois. Alors,
concerts, dédicaces, showcase, passage à la radio, etc. Donc j'englobe tout, pas que des concerts purs, hein. Mais c'est quand même un peu beaucoup. Et quand on est adolescente, qu'on a juste de l'argent de poche et pas de revenus à soi, ça fait beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'argent de poche et du coup beaucoup d'argent à maman qui part là-dedans. Merci maman au passage de m'avoir permis de vivre cette passion à fond et de m'avoir suivie aussi parce que ouais, Raphaël, ça m'a apporté tellement de choses en fait. Ça a été bien plus que mon chanteur préféré. Là, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et en fait, je me rends compte que j'ai complètement oublié de parler d'un détail qui n'en est pas vraiment un, je trouve, qui rejoint un peu l'écriture, mais c'est pas tant de l'écriture en soi. J'écrivais aux personnes dont j'étais fan, c'est-à-dire que Raphaël, Sarah Michelle Gellar, l'actrice de Buffy, je leur ai écrit des lettres, j'écris une lettre à DiCaprio quand j'étais gamine, à la sortie de Titanic, bref. Mais j'avais besoin de m'exprimer et besoin de dire ce que je ressentais en fait à ces personnes qui comptaient beaucoup pour moi, qui avaient joué un rôle en tout cas important dans ma vie. Et donc Raphaël, pour le coup, bon, Sarah Michelle Gellar, je lui avais écrit une lettre, enfin voilà, et puis j'ai reçu une photo dédicacée, donc j'étais trop contente, et bien sûr je l'avais encadrée dans ma chambre. Et Raphaël, je sais pas combien de lettres je lui ai faites, et en fait je lui donnais en main propre à la sortie des concerts. Il repartait des fois avec des enveloppes épaisses comme ça, avec du courrier, j'écrivais, et je faisais aussi des scénarios de clips de chansons qui n'étaient pas encore sorties en single, et je faisais les scénarios et comment on appelle ça, les storyboards des clips, enfin voilà, je passais des heures, du coup je dessinais les storyboards, enfin vraiment, parce qu'au lycée je faisais l'option cinéma audiovisuel, donc j'avais appris à faire des storyboards, et du coup je faisais des storyboards de clips, voilà. Et je faisais les scénarios, et j'écrivais énormément. Je disais ce que j'avais sur le cœur, je faisais part de mon interprétation des chansons, enfin vraiment c'était voilà, c'était ce petit détail vraiment pour dire à quel point ça rentre dans l'obsessionnel et dans quelque chose qui est bien plus profond que aimer, adorer ou être fan, quoi. C'est vraiment quelque chose de au-dessus. C'est là que j'ai commencé à me dire, je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire, ouais, tu débordes un peu, Camille. Je voyais bien que c'était pas normal de chercher à connaître la généalogie de quelqu'un, d'un chanteur. Les autres, quand le sujet Raphaël était abordé, voilà, que la lumière s'allumait dans mes yeux, euh, pour eux, j'avais bien compris que j'étais obsédée par Raphaël. Alors encore une fois, j'étais pas amoureuse de Raphaël, j'étais fan de Raphaël, mais j'étais genre la fan, voilà, celle qui pleure en le voyant, celle qui, alors pas qui hurle, hein, pas qui va lui arracher sa chemise, mais toujours, on va dire, dans le respect, mais fan dans le sens, je me serais peut-être jetée sous un train pour lui si ça avait été nécessaire à l'époque. Aujourd'hui, si c'était le cas, il peut se brosser, hein, mais il peut y aller à ma place sur les rails du train. Mais ouais, à l'époque, enfin vraiment, c'était quelque chose de très intense. Et puis aussi, c'était pas mal l'époque des forums dans les années 2000. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était vraiment des forums spécifiques. Et c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis qui le sont toujours aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est ça qui est fou. Et on s'est rencontrés grâce à Raphaël. En fait, on s'est rencontrés sur les forums, on s'est rencontrés. Alors, on s'est pas rencontrés au concert pour le coup. On s'est rencontrés en dehors, mais voilà, toute notre amitié, elle est née grâce à Raphaël. J'ai rencontré aussi mon ex-mari grâce à Raphaël sur le forum. Enfin voilà, en fait, il faut vraiment se dire que toute ma vie a un peu gravité autour de Raphaël. C'est construite en fait autour de Raphaël.
Et grâce à lui, en a découlé aussi un intérêt spécifique par la suite pour Arthur Rimbaud, le poète, puisque c'est un poète que Raphaël a mentionné à plusieurs reprises. Il y a une chanson qui s'appelle Être Rimbaud. Voilà, donc quand je l'ai étudié, donc sur le coup, je m'y étais pas trop attardée quand je l'ai découvert, et puis en un an plus tard, quand en français, en première, on a étudié un poème de Rimbaud, où là je me dis ah c'est Rimbaud, je connais, voilà. Et en fait j'ai plongé à fond dedans, dans Rimbaud, et parce qu'il fallait que je fasse un exposé sur le sujet en français. Et alors là, c'était pas un exposé que j'ai fait, c'était un documentaire vivant en fait, parce que je m'étais renseignée à bloc en fait sur Rimbaud. J'avais lu du coup toute son œuvre, j'avais acheté son œuvre dans plusieurs éditions différentes. Enfin, c'était, j'ai regardé les films, les documentaires sur le sujet. C'était vraiment, j'ai fait, enfin vraiment, c'était devenu une passion dévorante. J'ai aussi rencontré une amie grâce à Rimbaud sur un forum sur Rimbaud. On s'est rencontrés à Charleville-Mézières, qui est la ville natale de Rimbaud. En fait, quand je parle de ça, c'est juste ouf. Et on a fait un pèlerinage à pied. On a fait la route Rimbaud-Verlaine. Pendant 3 jours, on est parti. On était gamines, hein. Enfin, on avait à peine 18 ans. On avait à peine 18 ans. On est parti à deux sur la route dans les Ardennes, camper. Alors camper de manière très minimaliste, parce que la tente que j'avais emmenée, en fait, j'avais oublié les sardines. Donc en fait, on a fait on a dormi à la Belle Étoile pendant 3 jours dans les Ardennes sur la route Rimbaud-Verlaine, parce qu'on aimait Rimbaud, quoi. Euh, et euh, et vraiment, c'est enfin, j'en ai rêvé littéralement. J'ai fait des rêves sur le sujet. Je voulais le rencontrer, sauf que bah, Rimbaud, il est mort depuis quelque temps maintenant. Donc, et du coup, j'avais cette espèce de frustration que je ne pourrais jamais rencontrer Rimbaud parce qu'il était mort. Alors que j'avais rencontré Raphaël, ça avait rendu les choses euh, comment dire, concrète. Donc là, il y avait quelque chose d'inaccessible, d'inatteignable, et qui rendait la chose encore plus passionnelle, encore plus belle, encore plus euh, sensible pour moi, quoi. Donc vraiment, c'était quelque chose de, voilà, c'était vraiment une obsession. Alors aujourd'hui, tout ça, tout ce que je mentionne, ça n'est plus de l'ordre de l'obsessionnel, c'est de l'ordre plus euh, de l'intérêt spécifique, mais non obsessionnel, si je peux dire. Vraiment de l'amour, tout simplement, de la passion, on va dire, de quelque chose de plus raisonnable. Quelque chose de où j'ai fait un pas de côté. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis toujours dans le même type de schéma sur d'autres sujets. Donc ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur mes intérêts spécifiques d'aujourd'hui. Mais je sais que c'est mon fonctionnement qui est comme ça. C'est que je ne peux pas, si quelque chose vraiment attire vraiment mon intérêt, ça va vraiment devenir un intérêt spécifique. Et parce que mon intérêt spécifique, c'était pas la poésie ou la musique, c'était vraiment une personne, un artiste en particulier, ou une série, ou un sujet vraiment très précis, et dans lequel j'ai dépensé énormément de temps et d'énergie et d'argent pour vivre en fait, pour ressentir cet intérêt spécifique, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là déjà, c'est déjà pas mal. Mais il y a sûrement d'autres choses que j'ai oubliées, alors qui sont forcément moins intenses. J'ai aimé des choses aussi un peu plus, on va dire, non conventionnelles. Quand on est gamin, genre les sciences, comment dire, le corps humain. J'adorais feuilleter les atlas du corps humain. J'adorais par rapport à l'écriture dont je parlais au début de la vidéo, je lisais le dictionnaire quand j'étais petite. Hein, ça fait partie des premiers livres que j'ai lus, c'est le dictionnaire. Voilà. Comment dire, des fois je me dis mais putain, mais comment avec le recul, pourquoi on n'a pas vu que j'étais autiste? C'est pas possible. La meuf, elle a 5 ans, elle lit le dico. À un moment donné. Voilà, c'est pas juste je suis intelligente, c'est que pourquoi tu lis le dico. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai dit le dico? Je lisais le dictionnaire comme un livre, mais des fois je m'arrêtais, genre je m'arrêtais à la lettre F, et puis je reprenais depuis le tout début, je reprenais à la lettre A. Et je lisais toutes les définitions, et je lisais même comment ça s'appelle, les petits sigles là, de prononciation là. Quand il y a un mot, on sait pas trop comment, si c'est que ou che, bah, c'est précisé dans des petits symboles bizarres. Ça, je lisais, j'apprenais à bien les déchiffrer aussi. Je lisais ouais, voilà. Comment est-ce qu'on n'a pas vu que j'étais autiste en fait?
Bref, pour entendre la suite, mes intérêts spécifiques d'aujourd'hui, abonnez-vous et je sortirai la suite très prochainement. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao.